Monseigneur, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir au sein de l'archevêché pour cette interview. vous êtes chez vous. C'est gentil, merci. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous permettez, j'aurais une question personnelle, pour vous. Avant d'exercer, avant de rejoindre l'ordre des prêcheurs en 1995, vous avez été avocat. Alors je voulais savoir et ça m'intrigue, si vous pouvez éclairer ma curiosité, qu'est-ce qui a motivé ce changement de cap dans votre vie? Alors c'est toujours un appel, hein. On reçoit ça, nous, c'est comme ça qu'on s'exprime en tant que chrétien. À un moment, on reçoit un appel qui nous vient de l'intérieur, qui nous vient du cœur, qui nous vient de Dieu. Et donc toute ma vie, depuis l'enfance, j'ai voulu être avocat. Donc c'était une passion, c'était pour moi aussi une vocation. Je suis devenu avocat et puis ma foi, tout réussissait bien dans ma vie et voilà, il manquait quelque chose et un jour, j'ai reçu effectivement cet appel à laisser l'habit dans lequel je vivais et qui me comblait par bien des côtés, mais qui me laissait une petite, insatisfaction et heu et voilà et donc c'est le 14 et le 15 août 94 que tout d'un coup, pendant un office religieux, j'ai senti, cet appel à quitter ce que mon métier, ma famille, mon univers, mon cabinet d'avocat à rejoindre, l'ordre des prêcheurs, donc des dominicains, qui est un ordre, religieux à recommencer 7 ans d'études pour, devenir, prêtre, être envoyé en Algérie et puis la vie a continué après. Aucun regret depuis? Non, aucun regret. D'accord. Chaque vie a ses difficultés. Oui. Ma vie n'est pas exempte de difficultés, mais dans la vie, quand on se sent à sa place, on peut faire face à toutes les difficultés et profondément, je me sens pleinement, voilà, pleinement à ma place. Votre vie antérieure a semble-t-il un peu marqué votre vie d'après, puisque vous êtes un homme, religieux et vous êtes extrêmement attaché au dialogue islamo-chrétien islamo-chrétien. Et alors que je voulais savoir comment en tant qu'homme de l'Église, vous contribuez à le concrétiser sur le terrain? D'autant plus que vous incarnez une des voix majeures de l'Église catholique en Afrique du Nord. Alors, ce terme de dialogue islamo-chrétien, je ne sais pas si, j'ai toujours un peu de mal à j'aimerais être un homme de dialogue, Tout tout simplement. court. Tout court, voilà. Parce que islamo-chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, les religions ne dialoguent pas entre elles, ce sont des personnes qui dialoguent entre elles. Donc, le fait que je sois chrétien et que je parle à une personne musulmane, est important. Il peut y avoir des moments où on parle de notre foi. Pour ça, faut être rentré dans une vraie intimité assez profonde. Mais voilà, ma foi chrétienne, c'est à la fois le centre de ma vie et puis, heu et puis toute ma vie, eh ben, elle est aussi faite de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, comme nos vies aux uns et aux autres et je pense qu'on a surtout besoin enfin, la religion ne peut pas être un obstacle à la relation. Voilà, si elle est un obstacle à la relation, à notre liberté de nous rencontrer, alors c'est qu'elle est, quelle que soit la religion, c'est qu'elle n'est pas très bien comprise. Normalement, nos religions nous rendent libres ce qui est important pour moi, c'est qu'elles ne fassent pas obstacle à la rencontre. Voilà, pas obstacle à la relation et quand on rentre en relation, on s'aperçoit que ce que l'on a en commun en tant qu'homme, femme, est infiniment supérieur à nos différences religieuses qui doivent être simplement remises à leur place. Voilà. Après on peut en parler, ça peut nous enrichir. Elles ne peuvent que nous enrichir. Si elles font obstacle à la relation, c'est que quelque chose, n'est pas tout à fait juste. Donc moi, j'espère être un homme de dialogue, oui, ça je l'espère vraiment profondément. C'est jamais gagné parce que ce dialogue, il est difficile, forcément, mais islamo-chrétien, je suis pas, voilà, il peut arriver que des personnes aient envie de partager sur un plan théologique, mais même dans le cas d'un partage sur un plan théologique, il faut commencer à s'être rencontrés, en tant que personne, voilà. Ce sont pas des idées. Les idées ne dialoguent pas. Ce sont des personnes qui dialoguent. Est-ce que cette conviction a été renforcée au fil des années? Oui, évidemment. Évidemment, de vivre, dans une société où justement qui est imprégnée par une autre religion, que la mienne, dans laquelle on s'inscrit en différence, forcément le dialogue est là, parce que sinon on se parle à soi-même et c'est pas le but
et on espère être une église, inscrite dans la société, même dans la citoyenneté et donc évidemment qu'on est en dialogue et un vrai dialogue, transforme les deux personnes qui dialoguent. Voilà, si tout d'un coup le dialogue n'est que dans un sens, nous transforme si j'ai quelque chose à vous dire juste pour vous convaincre, c'est pas du dialogue ça. Le vrai dialogue nous transforme et évidemment, je ne suis pas le même cardinal, le même archevêque, le même homme, heu, après 20 ans, plus de 20 ans dans ce pays, que si j'avais passé ces 20 ans, dans un autre pays, en France ou ailleurs. Forcément, heu, la relation notre relation à nous tous les 2 et des échanges qu'on a eus forcément ont une incidence sur l'un et sur l'autre et c'est ça qui est beau. À vous entendre, on est, presque convaincu que votre expérience en Algérie vous a beaucoup marqué et donc, aussi il y a aussi vous parlez de 20 ans d'exercice. Est-ce que le fait de vivre en Algérie, pour vous, ça a été un choix ou un concours de circonstances? Alors c'était un choix et un appel là encore. À vrai dire donc, comme vous l'avez dit au début, je fais partie d'une congrégation religieuse qui est l'ordre des dominicains, donc on est, on voilà, on ne s'appartient plus d'une certaine manière, on est envoyé et il y a un autre homme qui en faisait partie, c'était monseigneur Pierre Claverie, qui était l'évêque de Rang et qui a été assassiné le 1er août 1996, voilà et et c'était le moment où moi, je rentrais, dans cette congrégation et à un moment, quelques années plus tard, il y a eu, un appel à volontaires pour à nouveau être présent en tant que dominicain, en Algérie et mystérieusement, j'ai ressenti que cet appel, voilà, c'était un appel encore une fois. Donc je me suis porté volontaire parce qu'il y avait un cheminement intérieur et cet homme m'a parlé dans ce qu'il était et nous avons été renvoyés à 2 à Tlemcen et puis après de Tlemcen, j'ai été, voilà, à Oran et puis évêque d'Oran et puis archevêque d'Alger donc c'est bien une réponse, à la fois une réponse à une demande. Je me suis porté volontaire et puis j'avais senti intérieurement que j'avais un lien mystérieux avec cette personne et donc avec ce pays, hem, pour lequel par ailleurs en famille je n'ai pas de lien, je n'ai pas des liens. Voilà, je n'ai pas d'histoire, il y a pas d'histoire familiale avec l'Algérie. Ça a été plutôt, cet appel et cette personne-là, Monseigneur Pierre Claverie. Alors, ce lien avec ce pays dont vous avez la nationalité depuis 2023, Oui. que signifie pour vous le fait d'avoir, même si c'est une double nationalité par rapport à votre nationalité d'origine, mais que signifie pour vous le fait d'avoir également la nationalité algérienne? Ouais, ça a été un gros cadeau que j'ai reçu, à sa juste valeur. Hem, Comment dire? En tant que je sais, voilà, je sais le prix d'une nationalité, elle a forcément un poids beaucoup plus important, symbolique. Je sais aussi que ça a été donné à une personne qui est française, et je sais que ça a été donné à une personne qui est chrétienne. Alors pour moi, c'était important évidemment parce que ma vie est ici et elle sera ici. Mes prédécesseurs, que ce soit monseigneur, Duval, que cardinal Duval, son monseigneur Tessier, que ce soit, heu, ils sont enterrés ici, ils sont en train d'Afrique. Voilà donc Ce sera le cas aussi pour vous? bah, je ça, le Seigneur seul en décidera. Mais enfin, c'est un engagement de vie, voilà. C'est-à-dire c'est un engagement de vie donc évidemment prendre la nationalité du pays dans lequel on vit et dans lequel on est en responsabilité, c'est important. Après, il y avait une autre importance, c'est que pour nous, l'Église, nous avons à cœur qu'elle soit une Église inscrite, dans la citoyenneté, enfin ici dans ce pays. Et évidemment, le fait que le responsable de l'Église soit algérien, ça compte parce que notre Église, par ailleurs, elle est extrêmement cosmopolite et elle est de, je sais pas combien, peut-être 40 nationalités, et donc nous ne voulons pas être une Église étrangère. Nous voulons être l'Église de ce pays, voilà et donc évidemment, ça nous aidait et puis il y avait une troisième raison importante, c'est que, heu, juridiquement, l'Église est une structure, une association de droit algérien et que pour nous, c'est important depuis le début. Donc c'est pas une association étrangère, et donc le président, doit être algérien et et depuis le cardinal Duval,
pour nous, il est important que l'archevêque soit le président de la structure, juridique, la personnalité juridique, de l'Église dans ce pays. Et sur le plan humain, le fait d'avoir la nationalité, est-ce que ça a renforcé davantage vos relations humaines? Bien sûr, sur le plan humain, ça a été évidemment très important. Alors, j'ai pas tout à fait attendu d'être, citoyen algérien pour me sentir de cœur, algérien par alliance. Voilà. Le fait tout d'un coup de le voir reconnaître, évidemment, ça crée, quelque chose d'important, évidemment. Et ça a mis un peu de temps. Voilà, ça a mis un peu de temps aussi. Je dois dire qu'aujourd'hui, heu, paradoxalement, à un moment donné, les tensions entre la France et l'Algérie et donc cet écartèlement, ressenti et notamment ressenti par, beaucoup de gens qui ont de la famille, qui ont des enfants, qui ont, une nationalité et française et algérienne, sont écartelés et tout d'un coup, je me suis rendu compte que évidemment, je suis un Algérien par acquisition et que donc je ne suis pas, je ne penserai jamais comme un Algérien de naissance, mais que non plus, je n'étais plus, un Français, le Français que j'avais été, même si je ne renie pas mes origines, loin de là et je me suis, véritablement senti, franco-algérien. Voilà, appelé à être, à la fois, heu, pleinement algérien, me sentir pleinement ici et aussi, ne pas renier évidemment mon origine, la culture de mes parents et de me sentir aussi, français et j'ai senti, la souffrance de toutes ces personnes qui sont, heu, voilà, qui sont dans cette tension-là, prises un peu en étau et je les appelle à justement, être d'autant plus fraternels, d'autant plus, et à se sentir, vraiment français en France et vraiment algérien en Algérie et je pense qu'on peut, voilà, on peut vivre, cette identité-là, voilà, qui est ne renoncer à rien, renoncer à rien et pour moi, c'est un appel pressant et tout d'un coup là, effectivement, je sais que je ne suis plus, un Français de France Vous n'avez jamais ressenti et je ne serai jamais un Algérien, natif évidemment, enfin je veux dire, voilà, parce que par simplement ce qu'on a reçu dans le ce que j'ai non, voilà. est-ce que vous avez eu un jour que le regard qu'on portait sur vous était différent? Par votre foi, de par Bien sûr. votre nationalité, de par Il est différent partout, voilà. Il est différent partout, c'est-à-dire que maintenant, bon, j'ai pris des prises de position, j'ai eu des prises de position, qui sont sans ambiguïté sur un certain nombre de questions, mémorielles notamment, qui posent question en France. Sans ambiguïté, voilà. Donc évidemment, ça ce n'est pas son problème et puis, ben, ici en Algérie, évidemment que je suis un Algérien différent. Voilà et que donc cette différence, elle est à la fois, elle est d'une grande richesse et puis forcément, de temps en temps, elle vous met en tension et elle vous met en difficulté, bien sûr. Heu mais c'est le propre de toute personne qui est sur un peu, une ligne de voilà, de tension, de fracture et qui ne veut pas qui veut éviter la déchirure, voilà et moi j'y tiens. Monseigneur, si vous permettez, revenons à une actualité plus récente. Vous avez été reçu, en 2025 par le président de la République. Quel a été votre ressenti au sortir de cette audience? Si vous pouvez vous rappeler exactement les sentiments que vous avez eus à ce moment-là? Non, je me rappelle très, très, évidemment, très, très précisément, enfin, voilà, je n'ai pas fait de déclaration au sortir de l'audience, donc c'est que simplement l'échange était privé, il n'avait pas lieu d'être, voilà, de toi c'était simplement mais non, ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment d'une très grande fraternité. Voilà, très grande fraternité qui m'a touché, un peu bouleversé. Alors en fait, voilà, la façon dont j'ai été accueilli, heu, par le président, voilà et pour moi, voilà, c'est chaque fois parce qu'en fait, c'était la 2e fois qu'il me recevait. Il m'avait reçu une première fois au moment de ma création, enfin, le moment où j'ai été nommé cardinal
voilà et puis on s'était rencontrés à telle ou telle occasion et chaque fois ben, c'est un homme, vivant, voilà, vivant, c'est un homme à la chaleur vivante, voilà, c'est un homme chaleureux, en fait et heu et les rencontres sont enfin, pour moi, c'est une rencontre évidemment touchante, évidemment Enrichissant. touchante. Oui, bien sûr, très enrichissant. D'accord. Je vais, lire un extrait d'un portrait qui a été dressé de vous en juin 2025 par 2 journalistes du Monde. Alors je vais vous en faire la lecture et vous me direz, je vous poserai ma question après. Alors: «Rares sont les membres du clergé catholique à s'exprimer avec une telle liberté de ton dans la crise ouverte entre la France et l'Algérie. L'archevêque d'Alger a dénoncé avec force la virulence de certains politiques français et a appelé à revenir sur les crimes passés de la colonisation. Donc, monseigneur, vous partagez en ce sens un point de vue, notamment plaidé et développé par madame Royal, laquelle vous avez reçue ici même Votre place? lors de sa récente, visite. Alors moi, ma question est de savoir, est-ce que vous comprenez toutes ces attaques auxquelles font face toutes les personnes qui osent sortir de ce qu'on doit dire ou de l'opinion que certains, cercles français politiques, hein, et même médiatiques veulent imposer à l'opinion publique française? Oui, alors ce qui est très difficile pour moi, c'est que, je ne suis pas un homme politique. Oui, Je ne veux pas rentrer dans ce jeu politique et je ne suis pas je me enfin, voilà, je suis pas un ambassadeur de l'ombre, j'ai pas voilà. En revanche, j'ai une conscience, en revanche, évidemment, je réfléchis et à ce titre-là, effectivement, toutes les questions de mémoire sont importantes et la tension entre les 2 pays qui a surgi sur des une raison autre, hein, puisque l'origine de la tension, c'est quand même effectivement la reconnaissance disons de la position marocaine sur le Sahara occidental, pour faire court, par le président de la République, finalement a exacerbé, bah, toute une tension qui était latente, heu, qui fait ressortir évidemment qui fait ressurgir, cette blessure coloniale, voilà, qui n'est pas refermée, parce qu'il n'y a pas eu les mots qu'il fallait, parce qu'il n'y a pas eu la reconnaissance qu'il fallait, dans les temps où il le fallait, voilà. Et donc, étant moi ici, vivant ici en amitié, heu, bah, cette blessure-là, je la sens. Voilà, je la sens et j'ai voulu la dire, parce elle n'est pas perceptible et sans doute qu'elle n'est pas perçue, en France et après évidemment, on a simplement un devoir de vérité. Il s'agit pas d'accabler, certainement pas les générations d'aujourd'hui françaises qui n'y sont strictement pour rien. Il s'agit de faire œuvre de vérité, et pour pouvoir reconnaître, la blessure que 130 ans, de colonisation, font dans l'âme d'un peuple. Voilà. Colonisation, oui, c'est un viol et c'est le viol d'un peuple, voilà et ce qui fait mal au cœur aujourd'hui, je ne veux pas accuser tel ou tel, c'est que finalement, il n'y a pas eu ces paroles-là, heu les c enfin je veux dire ce caractère, heu, on parle de crime et oui, oui, pour moi dans son principe, le fait colonial, heu, est criminel. Oui, oui, c'est un viol. Oui, parce que c'est une captation, c'est une substitution d'identité, c'est une captation de terre, enfin, je veux dire, il y a c'est une négation. C'est une négation de l'histoire et l'identité d'un peuple. Voilà. C'est ça la colonisation. Alors on l'a habillé, c'est l'article que moi je l'ai reçu, on l'a habillé de bons sentiments, donc on va dire: «Bah, voilà ce qu'il faut être», et aujourd'hui, bon, on voit bien que c'était bien plus complexe que ça et moi, voilà, dans mes livres d'histoire, bah, j'ai appris la grandeur d'une France coloniale. J'ai pas appris, l les horreurs, de la conquête. Tout ça évidemment, je n'ai pas appris. C'était pas dans nos livres d'histoire.
chaque pays, sans exception, écrit son histoire. Mais enfin, quand c'est son pays, on a le droit de s'interroger et de se dire, et maintenant ça manque parce que les nouvelles générations sont là, elles sont en conflit et elles portent en fait le poids de cette histoire sans la connaître, cette histoire. Et c'est là où il y aurait simplement un travail. Et je vais dire, en tant que Français maintenant, pas en tant que Franco-Algérien, en tant que Français, même si il n'y avait pas, ce conflit entre la France et l'Algérie, en tant que Français, nous devrions faire ce travail de vérité. Nous le devrions pour nous-mêmes, pas seulement pour les Algériens. Nous devons aussi pour les Algériens, mais nous devrions pour nous-mêmes, voilà. Donc ça, je suis bien obligé de le dire et en ce sens-là, effectivement, les paroles de Ségolène Royal, je les fais miennes sans aucun problème, évidemment, heu, parce qu'aujourd'hui, il a manqué, heu, il manque et je ne sais pas si c'est encore possible, mais simplement la prise de conscience de ce que ça a été, de ce que ça, inscrit, voilà, dans très, très profondément, en fait. Et moi je rêve, bien sûr que je rêve d'une Algérie qui, à la fin, l'Algérie va se défaire de tout ça, de ce passé. Mais qu'est-ce que ça aurait été mieux, que ça puisse se faire dans autre chose voilà, que l'obligation de cette loi sur la criminalisation, que ça puisse être dans une reconnaissance, qu'on puisse, voilà, que puisse être entendu. Oui, on a compris et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de me dire: «Bon, que ce soit passé en 1830, c'était il y a 2 siècles, heu, c'est une autre histoire, c'est un autre monde, c'est une autre vision du monde». Heu, alors justement, on peut dire: «On a compris que ça s'est fait mal» et 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 voilà et qu'on le regrette, voilà. Mais qu'on vienne le justifier au XXIe siècle et c'est ce finalement, oui, je persiste et signe, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Paradoxalement, ce durcissement, si je peux m'exprimer ainsi, de cette position d'une certaine classe politique française, intervient alors qu'à un moment donné, on a eu le sentiment que des progrès avaient été réalisés, qu'on s'acheminait, vers une reconnaissance. Bon, le repentir, ça reste, mais qu'on s'acheminait vers une espèce de reconnaissance officielle de ce que la France coloniale, on le dit bien, la France Colonial, coloniale et non pas la le fait colonial, bien sûr, que bien sûr. a fait en Algérie. Comment que vous expliquez cette difficulté ou cette complexité à passer à cette reconnaissance? Parce que cette histoire n'est pas réglée. Cette histoire n'est pas réglée et en fait donc évidemment, heu, aujourd'hui la crispation politique, elle est sur des points, politiques, la question des OQTF, la question de tout ce qu'on veut. Mais tout ça, alors évidemment, c'est pas la mémoire, c'est pas, enfin, pour moi, la question de la mémoire est une autre question, Tout à fait. est une autre question. Voilà. Si effectivement elle avait été réglée en amont, sans doute que ces questions-là ne se seraient pas posées de cette manière-là. Pas contemporaines les autres. Politique servent d'alibi justement. Là maintenant tout ressort, voilà, tout ressort. Voilà, je suis désolé, mais des OQTF, qui sont pas repris, il y en a voilà, il y en a des Marocains, il y en a des Tunisiens, il y en a des Turcs, il y en a de tous les pays, voilà. Enfin, là aussi, mais je veux pas entrer dans cette sphère politique. Dans cette sphère politique, toute ma difficulté pour moi, c'est de pouvoir pouvoir parler en conscience, et ne pas rentrer dans un jeu politique qui ne m'intéresse pas, qui n'est pas mon jeu, voilà, ma question n'est pas là pour moi. Mais, parce que je crois qu'on se le doit à nous-mêmes et on le doit aux Algériens, voilà et qu'on pourrait, enfin, qu'il y aurait eu tellement de possibilités d'avancer, heu, voilà, d'avancer différemment et je suis effectivement, frappé, dans cette séquence, du raidissement aussi d'une certaine frange, et de certains politiques, aussi en France et je me dis: «Bah, donc cette mémoire, ce n'est pas seulement en Algérie qu'elle n'est pas réglée, il y a aussi une mémoire en France qui n'est pas réglée» et donc en fait, voilà,
Et c'est là où on aurait à gagner quelque chose. Et en fait, entre la France et l'Algérie, hem, je notre passé est ce qu'il est. Heu, on dit souvent qu'on a un passé commun, une mémoire commune. Je ne On a un passé commun, je pense pas qu'on ait une mémoire commune, parce qu'on n'a pas vécu, on n'a pas gardé la mémoire, une même mémoire des mêmes faits. Voilà. Ce qu'on a en commun, c'est un futur. Ce futur, on l'a en commun parce qu'on a une population qui est commune et ça se changera pas. Excusez-moi monseigneur, pourquoi ce discours ne porte-t-il pas? C'est le discours que développe madame Royal, c'est le discours que développe monsieur de Villepin, c'est le discours que développent certains, certaines autres personnalités de 1er plan sur la scène politique française et pourtant on a l'impression qu'il est occulté, qu'il est étouffé. Est-ce que c'est fait exprès? Parce qu'à côté vous avez une sphère, médiatique un peu dominée par la droite ou c'est parce que cette maturité n'est pas encore, elle n'a pas encore atteint son n'est pas encore, parvenue à C'est la peur, la peur de c'est la peur, c'est la peur de l'autre. C'est la il y a pour moi, je peux c'est la peur du alors, on entretient ce qu'on a peur. Il y en a qui parlent de la peur du grand remplacement, la peur de l'autre, la c'est il y a un phénomène de peur, heu, voilà. Je pense que, en tout cas, on joue beaucoup sur la peur, hein. On va vous protéger. Parce que ce discours-là, c'est: «On va vous protéger». Voilà, pour moi, protéger, on ne se protégera pas de cette peur d'envahissement. Donc en fait, la mémoire est occultée, ce devoir de mémoire est occulté par la peur de l'envahissement. Qu'est-ce que voilà et précisément, c'est là où pour moi, mon message qui est celui de la fraternité, c'est pas mais et justement l'antidote de cette peur. Rencontrons-nous, parlons-nous, n'essayons pas de nous vaincre les uns les autres. N'essayons pas de gagner du terrain les uns sur les autres. C'est ça qu'il faut faire tomber. C'est ça qu'il faut faire tomber. Mais si tout d'un coup, toute cette énergie, qui est employée à gagner sur l'autre était pour gagner ensemble, ça serait simplement extraordinaire et on est là, enfin je veux dire il y a tellement, 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 enfin voilà, tellement de forces vives, venant de l'Algérie en France, des forces vives partout, dans tous nos hôpitaux, dans tous nos partout et on pourrait faire tellement voilà, tellement de choses ensemble alors et moi je pense que si vous voulez, pardonnez-moi, mais je suis pas là en train de défendre la France, je suis en train de défendre, enfin l'Algérie et un point de vue voilà, c'est-à-dire que c'est bon pour tout le monde. On est en ce moment dans une spirale perdant-perdant. À la fin, celui qui perdra le plus, c'est sûr que c'est la France. Voilà, c'est sûr que c'est la France parce que c'est sur ce territoire français, que sont, bah, voilà, que se passera véritablement la crise. Parce qu'évidemment, la question entre la France et l'Algérie, c'est une question de politique intérieure. On sait bien tout autant que de politique étrangère. Ma foi, c'est et ça restera. Ça restera parce que et ça ne sera enfin voilà, dans 20 ans, la sociologie de la France aura encore complètement changé, et l'enjeu de la fraternité, il est devant nous. Il est devant nous. Voilà. Donc pour moi, évidemment, toute cette instrumentalisation de la peur, je la rejette, évidemment. Mais mon rôle n'est pas de rentrer dans cette arène, dans ce jeu politique-là. Mais je suis obligé de dire ça. Voilà, je ne vais pas, je peux pas être un religieux, un archevêque s'en lave les mains. qui s'en lave les mains, exactement et j'allais dire, ce combat-là, qui est un combat, mais est un combat qui m'est personnel. L'Église en tant que telle, l'Église en Algérie, elle n'a plus de lien avec la France depuis très longtemps. Alors, et il y a voilà, ni parmi, ni sociologiquement, ni d'aucun lien, d'aucune sorte, voilà. Voilà, moi, il se trouve que je suis, franco-français et franco-algérien et que je me dis que si je suis là, bah, si je peux apporter une pierre, positive, voilà, je le ferai et forcément quand on tient ce type de discours et de position,
on a plus à perdre qu'à gagner. Mais au fond, c'est là qu'il faut aller. Oui, et vous essayez, du mieux que vous pouvez de colmater les brèches qui sont créées par. En tout cas, voilà, tant que j'aurai cette liberté de parole, je l'emploierai pour ça, parce que je sais que c'est pour le bien. Je sais que c'est pour le bien, voilà. Je sais que je n'attaque personne, je n'attaque personne, mais cet enjeu de la fraternité, cet enjeu de pas d'aller à la rencontre, de ne pas vouloir gagner sur l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre, c'est ce qui nous fait gagner. C'est ce qui nous fait gagner, et aujourd'hui, un jour l'Algérie tournera la page, c'est sûr, et c'est maintenant, heu, mais quel dommage qu'elle tourne la page contre. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle tourne la page avec, voilà, Et tout est là. après, c'est le message que madame Royal a essayé de, oui, d'envoyer à partir d'Alger lors, de sa dernière conférence de presse avant de Oui, oui, partir. oui, oui, mais si vous voulez, enfin, voilà, et elle est des choses d'évidence. Des choses d'évidence, enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas rendu enfin, les effets de l'émir Abdelkader, enfin, voilà, je veux dire, qu'est-ce que, enfin, voilà, voilà, les crânes de, voilà, enfin, tous ces crânes du musée de l'Homme, enfin, c'est une aberration, voilà, c'est une aberration. Heu, Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas tendre la main beaucoup plus? Qu'est-ce qui fait qu'on est, enfin, voilà. Il y a évidemment un enjeu, bah, dès qu'on parle de l'Algérie en France, et dès qu'on parle de la France en Algérie, on n'en parle pas comme on parle d'un autre pays étranger, hein, et simplement, je sens bien que, à la fin on se déchire. Oui. À la fin, on se fait mal, hein. On se fait très, très mal, et je sais pas jusqu'à quel point, enfin, voilà, jusqu j'irai jusqu'où, on peut aller pour éviter, l'irréparable, voilà, et après, bah, je sais qu'au milieu, il y a une espèce de population qui me fait l'impression d'un espèce de continent entre, voilà, une île entre et qui, de toute façon, a une double identité. Elle ne va jamais perdre son identité algérienne, jamais perdre. Heu, Après 1, 2, 3 générations, nées en France, l'identité algérienne, elle demeure, et pour moi, heu, elle n'est pas un problème si elle n'est pas en guerre contre l'identité française, voilà, et si au contraire elle se conjugue, et ben, c'est merveilleux. C'est voir qu'après un match de foot, tout est cassé. En France, quand il y a une victoire, tout est cassé, on connaît, alors qu'ici, c'est une scène de liesse, et que moi je descends dans la rue aussi ici, et je m'en réjouis. Voilà, ça me donne envie de pleurer, et je me dis pas, et c'est pas la faute simplement de ceux qui cassent. Pourquoi on en est là? Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc si on ne remonte pas aux causes, et ben, on ne traite rien, on comprend rien. Alors on va faire, oui, du répressif, très bien, mais en fait, au fond, pourquoi? Pourquoi ne sont-ils pas heureux de fêter la victoire en France, et pourquoi faut-il tout casser? Voilà. Évidemment que dès qu'on casse, et ben, évidemment que les conséquences sont terribles sur le plan des personnes, et voilà, donc il faut mettre du lien, il faut il et puis après il y a tous ceux qui sont, voilà, qui sont dans le silence, mais qui sentent, enfin, qu'on enfin, dans ce que cette tension-là, ça met énormément de personnes en tension douloureuse, pour rien, pour rien. Personne n'y gagne rien, personne. D'accord. On enchaîne sur une autre question, si vous permettez, monseigneur. C'est le vœu exprimé par le pape Léon XIV, pardon, Léon XIV, de se rendre en Algérie, et donc ce sera éventuellement bon, on a présenté cette visite dans le cadre d'une visite, africaine, mais le fait de venir en Algérie, ça constituera quand même une visite historique. Est-ce que vous avez des éléments sur, ce projet? Oui, j'ai beaucoup d'éléments, puis enfin, voilà, moi personnellement, je souhaitais depuis longtemps qu'un pape vienne. On avait invité le pape François, qui m'avait dit qu'il allait venir, et puis il est tombé malade, heu et le pape Léon, alors, a été, voilà, a été élu, le 8 mai. Le 8 mai, c'est justement
le jour où dans l'église on fête les 19 bienheureux d'Algérie, voilà. Et donc je lui ai dit: «Voilà, faudrait que vous puissiez être le premier pape à venir». Et il m'a dit: «Si je suis invité, je viendrai volontiers». Et il a été immédiatement invité. Voilà, immédiatement invité par le président. Et c'est quasiment, ça aurait pu être son premier voyage, c'est le premier pays de son deuxième voyage. Donc c'est un tout premier voyage, voilà, tout premier pays visité. Ce sera le troisième pays visité, ce qui est un signe quand même, très beau. Alors évidemment, il s'est défini comme un fils Saint-Augustin parce que fils spirituel, parce que la famille religieuse à laquelle il appartient, comme moi, c'est Saint-Dominique, lui c'est Saint-Augustin, mais c'est la même, en fait, c'est la même spiritualité. Donc il est venu déjà 2 fois en Algérie. Et il vient évidemment sur la terre de Saint-Augustin, mais comme il l'a dit dans l'avion qui le ramenait du Liban, son dernier voyage, il a dit: Je voudrais personnellement, j'aimerais venir en Algérie, c'est la terre de Saint-Augustin, et j'aimerais continuer à construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman, et Saint-Augustin est une bonne personne pour ça en Algérie». Donc en fait, il ne vient pas faire simplement un pèlerinage personnel. Voilà, il vient rencontrer, l'Algérie et les Algériens d'aujourd'hui. J'espère que cette rencontre, elle se fera véritablement. J'en suis sûr, enfin je suis sûr, je sais qu'il est attendu ici, je sais que ça sera bon pour tout le monde, voilà. Ça sera bon pour le pays, je suis heureux qu'il y ait ce signe qui soit donné. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe fraternel tout simplement. C'est beau que finalement, voilà, le chef d'Église catholique, son premier voyage en Turquie, c'était pour des raisons, parce qu'il y a eu un concile au IVe siècle, mais enfin, c'est un pays musulman. Deuxième pays, le Liban, qui est un pays aussi largement musulman. Troisième pays, l'Algérie. Voilà. Et donc ça dit quand même quelque chose voilà, d'une volonté d'ouverture. Cet homme, évidemment, je le connais, et c'est un homme merveilleux. C'est un homme, à la fois extrêmement simple, extrêmement humble, et c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Et je sais heu, que son passage, voilà, fera du bien. Et voilà, j'en suis heureux. Fier pour l'Algérie, j'en suis heureux pour notre église évidemment, mais il vient pour l'Algérie, et il vient pour l'Algérie d'aujourd'hui. D'accord. Vous avez une date à peu près? On a une période, voilà, ce qui a été Oui. dit, c'est que voilà, c'est plutôt ça sera autour du mois d'avril sans doute, c'est-à-dire que c'est assez proche. Les dates sont pas fixées encore, et le voyage n'est pas annoncé, d'un côté ni de l'autre. Et tant qu'un voyage n'est pas annoncé, il n'existe pas, parce que je peux dire que ce voyage est préparé. Voilà, donc ce voyage est en préparation, de part et d'autre. Ça, c'est clair parce que, des voyages préparés sont après, pour le dernier moment, peuvent être reportés à beaucoup plus tard, les dates ont fluctué d'ailleurs, parce que la première date était plutôt au mois de février, mais d'autres pays n'étaient pas encore prêts. Voilà, donc certains n'ont pas une annonce, c'est le président et Saint-Siège et Vatican Oui. qui l'annonceront. Donc les dates exactes, je ne les connais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que pour le printemps prochain, c'est-à-dire vraiment très, très, très vite après le ramadan, heu, on aura on va vivre ce moment, Merci. historique. Oui, ça sera forcément très beau. D'accord. Vous avez évoqué Ramadan, monseigneur, donc si vous permettez, vous êtes chrétien, mais vous savez que les Algériens dont vous partagez la nationalité et Bien sûr. vont entamer le mois le Ramadan à partir du 18 février là. Donc est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser en cette occasion? Bien sûr. En tout cas, nous commencerons le carême le 18 février. Cette année, ramadan et carême, correspondent. Ce sont 2 réalités différentes, hein, qui ne se vivent pas du tout de la même façon, mais qui sont là pour permettre, aux croyants, à un moment, de se replacer d'une façon plus particulière sous le regard de Dieu. Par le jeûne, différent pour le carême des chrétiens et pour le ramadan très strict, des musulmans, par l'aumône, par la prière, voilà, par le souci de l'autre et de Dieu. C'est des moments où la vie change,
et bah, voilà, ça fait partie de ces moments dans la vie qui nous sont donnés pour nous recentrer sur, alors sur l'essentiel. Évidemment, c'est un moment familial, et ça, c'est extrêmement fort. C'est un moment où, bah, on peut se connecter, se reconnecter, se remettre en présence de notre créateur, les uns et des autres. Normalement, on peut espérer plus que jamais, que ce temps et de Ramadan et de Carême soit un temps qui vienne faciliter la paix dans un monde qui, en ce moment, est en train d'imploser, quoi. Voilà, est en train d'imploser, et donc plus les circonstances sont compliquées, plus il est important que des croyants soient installés dans leur foi paisiblement, de façon ouverte, et accueillante à la fois de l'autre. Merci Pardon Karine pour ce voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien, monseigneur. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Non, ça a été un honneur et un privilège pour moi de pouvoir vous interviewer. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer lors de la visite du pape Léon IV à Alger qui se fera, Inch'Allah, bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci Merci à vous, merci, à Raison. vous.